Et si défendre sa nation ne signifiait plus attendre un secours venu d'ailleurs, mais s'appuyer sur la force et la volonté de son propre peuple? Imaginez l'ouest du Burkina Faso, une région rongée par un silence oppressant, où chaque village vivait sous la menace constante. Là-bas, les écoles se vidaient, les récoltes étaient abandonnées, et chaque nuit pouvait annoncer la violence. Durant de longues années, le monde a choisi d'ignorer cette souffrance, laissant cette terre sombrer dans l'oubli. Ce n'est pas un cas isolé. On se souvient qu'au Rwanda, durant les années 90, l'inaction internationale face au génocide avait plongé le pays dans l'horreur. De même, les villages du Darfour ont souffert dans l'indifférence, tout comme les peuples oubliés de la République centrafricaine. Mais au Burkina Faso, à Boulé du Mouhoun, les habitants ont refusé de rester de simples victimes de l'histoire. Aujourd'hui, ce silence est rompu. Une interrogation s'impose. Que veut dire défendre sa patrie avec ses seules ressources, sans attendre de renfort? Est-il possible de protéger sa terre, sa famille, son avenir quand l'aide étrangère ne vient pas? À Boulé du Mouhoun, les habitants ont trouvé leur propre réponse. Dans l'épreuve, ils ont forgé l'espoir à partir de la peur et bâti une fierté nouvelle là où il n'y avait qu'isolement. Cette question n'est pas nouvelle. En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni a résisté seul pendant de longs mois face à l'Allemagne nazie, alors que l'Europe s'effondrait. Winston Churchill avait alors déclaré que chaque citoyen devait devenir le défenseur de son île. À Boulé du Mouhoun, cette philosophie est redevenue réalité. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un conflit, c'est l'histoire d'une renaissance, celle d'un peuple qui, au bord du gouffre, a choisi de se dresser quitte à tout sacrifier, ses terres, sa dignité, son futur, et même sa voix sur la scène internationale. Dans ce contexte, rester immobile signifiait tout perdre, mais agir, c'était accepter de réinventer la souveraineté. Ce récit n'est pas une simple chronique de guerre, c'est une proclamation. La vraie indépendance ne se reçoit pas, elle se conquiert jour après jour par ceux qui vivent et souffrent ici. Pour saisir pourquoi ce basculement est si décisif, il faut comprendre comment le silence s'est mué en résistance. Le basculement ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu des choix douloureux, des sacrifices et une détermination sans faille pour rallumer la flamme de la résistance. Avant la Renaissance, il y a eu l'exil, la peur, puis l'oubli. Tout a basculé le jour où une idée, simple mais radicale, s'est imposée. La sécurité devait naître du dedans. Imaginez une région disparue, non sous l'effet du temps, mais sous la coupe d'une terreur oppressante. Boulé du Mouhoun, jadis cœur battant du commerce, s'est éteint peu à peu. Village désert, école muette, et des nuits plus épaisses que l'encre. Chaque jour, la carte du Burkina Faso se délavait. Boulé du Mouhoun fut le premier à sombrer dans le gris. Les habitants se souviennent d'une époque pas si lointaine, où l'on pouvait parcourir 10 kilomètres à pied pour se rendre au marché sans crainte, où les récoltes de maïs et de coton rythmaient en les saisons. Mais avec le temps, la peur s'est insinuée, fermant routes et écoles, forçant les familles à l'exode. Des villages entiers, tels que Bonsa ou Senyo, autrefois prospères, se sont vidés, laissant derrière eux des maisons abandonnées et des champs en friche. Dans cette obscurité, un choix s'est dressé. Le président Ibrahim Traoré, jeune, ferme, a lancé un mot d'ordre. La sécurité doit venir de l'intérieur. Ce n'était pas un simple slogan. C'était un pari dangereux, une rupture avec la dépendance à l'aide étrangère, un appel à puiser dans la force des racines. La stratégie allait à contre-courant. Il fallait rejeter le confort de l'attente, se tourner non vers l'extérieur mais vers les siens, les voisins, les frères. Il fallait décider de combattre, ensemble, avec les maigres ressources locales et la volonté farouche de ne plus subir. Le risque était colossal. Si la tentative échouait, Boulé du Mouhoun resterait un gouffre de violence, une tache béante sur la carte nationale, condamnant tout espoir de renaissance et de dignité. L'enjeu dépassait la sécurité. Il s'agissait de prouver que l'émancipation n'est jamais donnée, mais conquise. Mais alors comment des civils et quelques unités mobiles ont-ils pu renverser des années de silence et d'occupation? Pour comprendre ce retournement, il faut plonger au cœur d'une mobilisation sans précédent, là où l'unité et la résilience se forgent dans l'urgence. Voici comment la flamme de la reconquête s'est allumée à Boulay du Mouhoun. Le souffle de la résistance ne naît pas des armes seules, mais de la volonté commune de refuser l'asservissement. Dans Boulay du Mouhoun, la reconquête s'est jouée sur la détermination et une stratégie patiente. Les unités mobiles, éclaireurs infatigables, ont frappé là où l'ennemi se croyait invincible. Rapides, insaisissables, elles surgissant dans l'ombre, semant la confusion et forçant les groupes armés à battre en retraite.
Leur mission n'était pas de conquérir par la force brute, mais de surprendre, d'user l'adversaire, de l'obliger à douter. Prenons l'exemple de la bataille de Bonsa. Une nuit, une douzaine de volontaires, guidés par leur connaissance du terrain, ont encerclé une position ennemie. Grâce à la coordination avec les éclaireurs, ils ont bloqué les issues et contraint les assaillants à se rendre. Une victoire modeste en apparence, mais qui a sonné le début d'une série d'avancées décisives. À leur côté, les volontaires pour la défense de la patrie, paysans, commerçants, artisans, ont montré la puissance d'un peuple uni. Ils connaissaient chaque sentier, chaque ruisseau asséché, chaque abri naturel. Cette connaissance intime du terrain a permis d'encercler l'ennemi et de l'isoler, jusqu'à le pousser dans ses derniers retranchements. Leur engagement rappelle celui des partisans français durant la Seconde Guerre mondiale ou encore celui des Vietnamiens lors de la résistance contre la colonisation. Dans tous ces cas, c'est la connaissance du territoire, la solidarité et l'ingéniosité populaire qui ont permis de résister à des forces souvent mieux équipées. La montée en puissance n'a pas tardé. Les bataillons de l'infanterie de réaction rapide, célèbres sous le nom de BIR, ont consolidé chaque avancée. Ils ont sécurisé les villages, empêché tout retour de la terreur et fait de chaque gain une victoire durable. Leur discipline, leur cohésion ont rendu impossible toute reconquête ennemie. Mais l'arme nouvelle, ce fut la technologie. Des drones veillaient, sans relâche depuis le ciel, repérant la moindre anomalie dans la brousse ou au bord des rivières taries. Des communications cryptées reliaient chaque unité au commandement, permettant des frappes chirurgicales. La coordination, patiemment orchestrée, réduisait l'espace du hasard à néant. À titre d'exemple, lors de l'opération près du village de Zimsa, un drone a repéré un convoi suspect en fin d'après-midi. Grâce à la transmission rapide de l'information, une unité d'intervention a pu intercepter le convoi avant même qu'il ne rejoigne ses renforts, coupant ainsi un canal d'approvisionnement vital pour les groupes armés. Chaque kilomètre arraché n'était pas seulement une avancée militaire, mais un retour à la vie. Dans les hameaux, des regards ternis par la peur se sont éclairés à la vue des uniformes burkinabés. Les enfants, longtemps contraints au silence, se sont remis à jouer dans la poussière. L'espoir, jusqu'alors mot interdit, est redevenu réel. Le choc psychologique fut immense. Là où flottait le drapeau burkinabé, la peur reculait. Voir ce symbole, là où triomphait la terreur, a ravivé la fierté et la dignité. Les habitants ont compris, ils n'étaient pas plus seuls ni oubliés. Leur résistance devenait la plus puissante des armes contre le fatalisme. Chaque victoire, même minime, redonnait confiance à toute une région. Mais tout restait fragile. Un échec aurait précipité la chute des derniers bastions, engloutissant la population dans le désespoir. Au contraire, ce succès, arraché au prix de sacrifices innombrables, a insufflé une énergie neuve à travers le Mouhoun, puis au-delà, sur toute la terre burkinabé. La reconquête de Boulé n'a pas seulement déplacé des lignes sur une carte. Elle a démontré que la souveraineté ne se reçoit pas. Elle s'arrache avec audace et unité. Mais remporter la guerre ne suffit pas à faire renaître la paix. Lorsque le silence retombe sur les armes, un autre combat commence, celui de la reconstruction et de la mémoire. Redonner vie à Boulé exige plus que la fin des combats. Il faut maintenant rebâtir, cicatriser les blessures et écrire un avenir qui ne soit plus dicté par la peur. Gagner une bataille, c'est survivre. Gagner la paix, c'est renaître, mais à quel prix ? À Boulé du Mouhoun, le matin suivant la reconquête, l'air portait un calme presque irréel. Les civils, d'abord hésitants, sortaient peu à peu de leur refuge. Les familles retrouvées sur leurs maisons abandonnées, les marchés s'animaient à nouveau, et les voix des enfants osaient assez briser le silence dans les écoles. Sur les routes, charrettes et motos croisaient les premiers sourires depuis des mois. Mais reconstruire ne se limite pas à relever les murs. Il faut réparer l'âme collective. Le traumatisme, invisible mais tenace, persiste dans les esprits. Pour soigner ces blessures, des cellules de soutien psychologique s'improvisent dans les quartiers. Les enseignants adaptent leurs cours, mêlant mémoire et résilience. Les chefs de village organisent des palabres, décidés à empêcher la peur de s'enraciner de nouveau. Dans de nombreux villages, des cérémonies de purification symbolique sont organisées, inspirées des traditions Mossis et Peul. On sacrifie un coq ou un mouton, on partage un repas, pour marquer la fin du malheur et le retour à la vie commune. Ce sont des gestes simples, mais essentiels pour restaurer la confiance et l'unité. Sur le plan économique, une rupture nette s'opère. Ibrahim Traoré refuse de voir les richesses du sous-sol s'en aller sans profit pour les siens. Sa doctrine, réorienter l'or, le manganèse, le zinc vers la nation burkinabé. Les premiers contrats sont signés avec des sociétés nationales imposant la transparence.
Désormais, les recettes autrefois détournées financent la reconstruction. Écoles, dispensaires, routes refaites à la main. Chaque chantier devient symbole de souveraineté retrouvée. Prenons l'exemple de l'école de Boulay-Centre, reconstruite pierre après pierre par les villageois eux-mêmes, avec l'aide de jeunes volontaires et de maîtres d'œuvre locaux. En 6 mois, une centaine d'enfants y ont retrouvé le chemin des classes. Les dispensaires, eux, ont rouvert grâce à la générosité des femmes qui ont collecté du mil et des arachides pour nourrir les infirmiers bénévoles. Cette nouvelle voie n'est pas sans conséquences. Les partenaires occidentaux, craignant de perdre leur accès aux ressources, multiplient avertissements et critiques. Certaines ONG dénoncent les nouvelles règles, tandis que les chancelleries publient des communiqués de préoccupation. À Ouagadougou, la tension monte. L'isolement diplomatique et économique guette. Les sanctions, la suspension d'aides et les pressions financières testent la résilience d'un pays déjà meurtri. On se souvient de la crise malienne, où le choix de souveraineté avait conduit à des ruptures d'accords internationaux. De même, en Iran, la nationalisation du pétrole avait provoqué un embargo occidental. Le Burkina Faso, à son tour, doit affronter les risques de l'autonomie. Pourtant, ailleurs en Afrique, ce choix fait écho. Des voisins saluent l'audace burkinabé, rêvant d'imiter cette souveraineté retrouvée. Des délégations viennent voir, discuter, apprendre. Un souffle nouveau parcourt le continent, où la dépendance n'a plus rien d'inévitable. Mais chaque choix comporte un risque. Refuser la tutelle étrangère, c'est risquer la solitude sur la scène internationale. Si la pression s'intensifie, si l'économie vacille, la victoire pourrait se muer en isolement ou en cible pour ceux qui redoutent l'émancipation africaine. Pour Boulay du Mouhoun, l'après-guerre reste un pari. Tenir debout sans renoncer à sa dignité ni à son indépendance. La stabilité acquise résistera-t-elle sans appui extérieur ? La vraie souveraineté peut-elle survivre à l'épreuve du monde ? Face à ces défis, des solutions concrètes émergent. Le gouvernement encourage la création de coopératives agricoles pour relancer la production locale. Des ateliers d'apprentissage sont ouverts pour former les jeunes aux métiers de la construction, de la mécanique et de l'informatique. L'État incite également les Burkinabés de la diaspora à investir dans des micro-entreprises, offrant des avantages fiscaux à ceux qui participent à la reconstruction. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Boulay du Mouhoun et le Burkina Faso. L'avenir dépendra de leur capacité à transformer la victoire militaire en renaissance durable. Mais la route vers l'autonomie reste semée d'embûches et de choix cruciaux. La véritable reconstruction commence lorsque chacun accepte de porter son sort, même si la lumière paraît encore vacillante. À Boulay du Mouhoun, la victoire n'a pas été un miracle tombé du ciel, mais l'aboutissement de choix courageux, répétés jour après jour. Ce que le peuple burkinabé nous enseigne, c'est que la souveraineté se forge par des sacrifices, et que nul ne la bâtira à notre place. Les défis n'ont pas disparu avec la fin des fusillades. Gouverner un territoire enfin libre impose une vigilance de tous les instants. Il faut repenser les institutions, garantir un développement juste, jeter les bases d'une sécurité qui résiste au temps. L'ennemi, désormais, pourrait revenir sous d'autres formes. Corruption, division, lassitude collective. Regardons le cas du Ghana, qui après son indépendance sous Kwame Nkrumah, a connu des périodes de régression dues à des divisions internes et à la corruption. La leçon est sans claire. L'autonomie politique ne garantit pas la prospérité. Elle doit être défendue et renouvelée par des pratiques démocratiques, une justice indépendante et une participation populaire constante. L'ère nouvelle exige l'engagement de tous, les jeunes qui ont refusé la fuite, les femmes qui ont maintenu la vie dans l'ombre, les volontaires prêts à tout perdre. C'est à eux et à chacun de nous que revient la mission de bâtir un futur partagé. Être citoyen ne se limite plus à voter ou à parler. Cela se mesure à la capacité de s'investir, de débattre, d'assumer des responsabilités, surtout là où l'État ne peut intervenir. Dans les villages et les quartiers, un éveil prend forme. Des comités de vigilance s'organisent, des réseaux d'entraide et des clubs de réflexion voient dans le jour. On recoue le tissu social, on rouvre les dialogues, chacun invente des solutions adaptées à sa réalité. La confiance ne repose plus sur une autorité distante, mais sur les liens solides recréés entre voisins, familles, communautés. Prenons l'initiative des Veilleurs de nuit, un groupe de jeunes hommes et femmes qui, chaque soir, patrouillent les rues pour prévenir les actes de banditisme. Leur présence rassure les habitants et décourage les fauteurs de troubles. Les femmes, elles, relancent les tontines et les groupements maraîchers, assurant l'autonomie alimentaire de leur famille. Pourtant, il faut rester conscient. Tout ce qui a été gagné peut se perdre. L'histoire regorge de victoires qui, mal défendues, se sont effondrées.
Si la nation se divise, si la vigilance s'émousse ou si l'on croit pouvoir se reposer, alors le risque de recul grandit. Rien n'est acquis pour toujours. L'autonomie se protège chaque jour face à la facilité et à l'indifférence. Des exemples abondent. La Côte d'Ivoire, après avoir connu la paix et la prospérité dans les années 70, a sombré dans la guerre civile par manque de dialogue et de partage des richesses. C'est pourquoi le Burkina Faso doit tirer les leçons du passé et investir dans l'éducation, la justice et la cohésion sociale. Que retenir pour nous-mêmes et pour l'Afrique entière de cette page nouvelle? Ce n'est pas seulement un combat contre l'adversité, mais une invitation à repenser ce que signifie être maître de son destin. Car la souveraineté, comme la dignité, n'est jamais offerte. Elle se construit avec le temps, par la volonté collective d'un peuple debout. Mais cette victoire, si impressionnante soit-elle, ne vaut que si elle inspire une transformation durable. Reste à savoir si ce souffle d'émancipation saura résister aux épreuves de demain. Pour y parvenir, il faudra des réformes concrètes, instaurer des mécanismes de reddition de comptes au niveau local, encourager la presse indépendante, multiplier les espaces de dialogue intercommunautaire. Les écoles devraient enseigner l'histoire des luttes locales, afin que chaque enfant grandisse avec la conscience de ce qui a été accompli et de ce qui reste à faire. Quand un peuple cesse de demander la permission d'exister, il fait basculer le monde autour de lui. Ce qui s'est produit à Boulé-du-Mouhoun n'est pas qu'une victoire militaire. C'est l'histoire d'un peuple qui refuse d'être spectateur de son propre sort. Là où tant aurait attendu le secours venu d'ailleurs, les Burkinabés, guidés par le président Ibrahim Traoré, ont décidé que leur dignité, leur souveraineté et leur sécurité ne s'étaient pas à vendre ni à négocier à l'extérieur. En reprenant cette région, ils n'ont pas seulement repoussé la peur, ils ont pulvérisé le mythe d'une Afrique condamnée à la dépendance. Nul besoin d'attendre l'approbation ou la validation de puissances lointaines. Le Burkina Faso a choisi de compter sur le courage quotidien de ses anonymes, traçant une route nouvelle, faite d'autonomie et de résilience. Mais cette victoire n'est pas qu'un symbole national, elle nous interroge tous. Que faisons-nous de notre voix, de notre pouvoir d'agir face aux défis qui rôdent? L'histoire de Boulé-du-Mouhoun invite à s'engager, à débattre, à refuser l'indifférence. Parce que rester passif, c'est laisser d'autres écrire notre avenir à notre place. Aujourd'hui, la bataille décisive se joue dans chaque conscience qui s'éveille. Les idées, les convictions, la volonté d'agir sont les armes les plus puissantes contre la résignation. N'attendons pas que le monde change pour nous, soyons le changement, chacun à notre mesure. À ceux qui pensent que l'émancipation est un rêve inaccessible, Boulé-du-Mouhoun répond « Elle commence le jour où une communauté, un village, une nation osent dire non à la résignation. Ce sont 1000 voix, 1000 gestes, 1000 débats qui bâtissent l'avenir. Ignorer ce tournant, c'est risquer de demeurer prisonnier d'un récit imposé par d'autres. Alors, que retiendrez-vous de cette histoire ? Serez-vous simple spectateur ou oserez-vous entrer dans la conversation ? Le Burkina Faso nous enseigne que la souveraineté ne se mendie pas. Elle se conquiert jour après jour, acte après acte. L'exemple de Boulé-du-Mouhoun n'est pas un point final, c'est un commencement. Une invitation à ouvrir le débat, à repenser, ensemble, ce que signifie vraiment être maître de son destin.